Très chers amis et lecteurs, il y a des œuvres qui traversent les siècles avec une majesté tranquille, tandis que les débats publics, eux, passent comme ces bourrasques normandes qui agitent un instant les rideaux avant de laisser le salon dans son silence habituel. La tapisserie de Bayeux appartient à cette première catégorie. Longue de près de 70 mètres, patiemment brodée au XIe siècle, elle raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant avec une précision narrative qui ferait bâlir bien des programmes électoraux contemporains. Notre chroniqueur l'observe avec une certaine admiration. Voilà une œuvre qui, en quelques points de l'aide et de l'un, parvient à raconter une stratégie, un projet, une victoire et même un débarquement réussi. Tout ce que l'on attend en somme d'une campagne municipale digne de ce nom. Or, voici que cette illustre broderie, trésor de notre cité, s'apprête à traverser la Manche pour être exposée au British Museum. L'événement est présenté comme historique, il est à n'en pas douter. Londres se prépare à dérouler ce récit normand au cœur de ses galeries et l'on promet déjà des foules émerveillées, des articles savants, des visiteurs captivés. Et pendant que la tapisserie voyage, notre chroniqueur ne peut s'empêcher d'observer que certains de nos candidats, eux, semblent faire tapisserie. Ils apparaissent ici ou là sous une photographie, dans un communiqué, à l'angle d'un marché ou dans l'ombre d'un pupitre. Ils décorent la campagne plus qu'ils ne la conduisent, ils brodent quelques formules, esquissent des motifs prudents, mais gardent leur aiguille soigneusement rangée lorsqu'il s'agit de répondre aux questions qui fâchent. Et la question du moment est pourtant d'importance, car la tapisserie n'est pas seulement une œuvre, elle est une économie. Elle attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Elle irrigue les restaurants, les hôtels, les librairies, les boutiques de souvenirs, les guides conférenciers et même ces vitrines que l'on regarde discrètement en sortant du musée avec une reproduction roulée sous le bras. Elle est, pour Bayeux, bien davantage qu'un trésor patrimonial. Elle est une locomotive. Or, voilà qu'on nous explique, avec une désinvolture presque philosophique, que certains commerçants pourraient bien couler et que d'autres les remplacent le fait. Une théorie économique qui semble considérer la ville comme un simple décor interchangeable, où les devantures se succèdent comme les figurants d'une pièce de théâtre. Notre auteur qui, à l'esprit volontiers joueur, se permet donc un parallèle. Si, hypothèse purement imaginaire, bien entendu, la tapisserie venait à couler dans la Manche lors de son transport vers l'Angleterre, dirait-on avec la même sérénité qu'une autre œuvre la remplacera. Quand notre récit prendra sa place, quand notre trésor patrimonial fera l'affaire. L'image peut sembler audacieuse, mais elle révèle une vérité simple. Certaines choses ne se remplacent pas. Une vie et son patrimoine sont issus économiques, voilà des réalités qui ne se substituent pas par simple rotation administrative. La question n'est donc pas de savoir si la tapisserie doit voyager. Les échanges culturels existent depuis des siècles et nul ne conteste leur intérêt. La question est ailleurs. Quelle contrepartie pour Bayeux? Car pendant que notre chef-d'œuvre s'apprête à être admiré à Londres, les œuvres prêtées en échange ne seront pas exposées ici, mais mises à disposition à Caen et Rouen. Voilà qui mérite à tout le moins quelques éclaircissements. Bayeux prête, d'autres villes exposent, et les Bayeuxards, eux, attendent encore de comprendre ce qu'ils y gagnent. Ce chroniqueur n'ignore pas les subtilités de la diplomatie culturelle. Il sait que les institutions dialoguent, que les conservateurs analysent, que les ministères arbitrent. Mais dans cette histoire soigneusement brodée, une question demeure suspendue comme un fil mal arrêté. Quel bénéfice concret pour la vie qui garde, protège et fait vivre cette œuvre depuis des siècles? Et surtout, quel accompagnement pour les commerçants qui risquent de voir la fréquentation touristique ralentir pendant l'absence de leur principal élément culturel? Les réponses à cette interrogation, il serait naturel de les entendre dans la bouche des candidats. Or, ceux-ci, pour l'instant, observent le débat avec une retenue qui frise la contemplation décorative. Notre chroniqueur les voit passer dans les salons de la campagne comme ces personnages secondaires brodés sur les bordures de la tapisserie, présents, mais rarement centraux dans le récit.
Il serait pourtant temps qu'ils prennent l'aiguille, qu'ils expliquent clairement leur position, qu'ils disent s'ils se prêtent une opportunité à risque ou une simple opération de prestige, qu'ils précisent quelles compensations économiques ou culturelles ils défendraient pour Bayeux, qu'ils indiquent comment ils accompagneraient les commerçants et les acteurs touristiques pendant cette période, qu'ils expliquent enfin comment une ville qui prévient l'échelle les plus célèbres du monde peut s'assurer de ne pas rester simple figurante dans l'histoire qu'elle contribue à écrire. Et puisqu'il faut bien évoquer toutes les absences, votre chroniqueur se permet une observation. Où sont les journalistes locaux? La question n'est pas irrévérencieuse, elle est simplement citoyenne. Une décision de cette ampleur, déplacer une œuvre militaire qui constitue l'un des piliers économiques et symboliques d'une ville, mériterait quelques questions publiques, quelques analyses, quelques débats. Or, on entend surtout le bruissement feutré des communiqués et l'écho discret des annonces officielles. Peut-être les plumes se réservent-elles pour plus tard, peut-être attendent-elles que les films soient mieux tirés avant de les faire la trame. Votre auteur, pour sa part, s'étonne simplement de ce silence qui entoure une achère pourtant digne des meilleures chroniques municipales. Lord Pottinger, que certains soupçonnent d'entretenir quelques attaches en Metz, ne saurait évidemment s'opposer à une visite de courtoisie de la tapisserie outre-Manche. Sa cousine, incomparable Lady Bridgerton, s'en réjouit même avec enthousiasme. Elle prépare déjà une chronique savante consacrée à la broderie comparée entre les ateliers normands et les salons londoniens. Elle promet d'y analyser avec rigueur la finesse des points, l'attention des fils et la solidité des ouvrages. Mais Lady Bridgerton ne sait mieux que quiconque, une broderie réussie ne tient pas seulement à la beauté du motif, elle dépend de la solidité de la trame, et la trame, en politique comme en couture, ce sont les questions que l'on accepte de poser. À votre chroniqueur, plus mouvant et l'orgnon ajusté, se permet d'adresser une invitation aux candidats de cette campagne municipale. Ne faites plus tapisserie, prenez position, expliquez, interrogez. Car pendant que la tapisserie de Bayeux continue de raconter l'histoire de conquérants audacieux et de stratégies assumées, il serait fâcheux que la campagne municipale de Bayeux ne laisse derrière elle qu'un motif décoratif. Et chacun sait qu'en matière de broderie comme de politique, les ouvrages les plus admirés sont ceux où chaque point assume clairement sa place dans le dessin. Votre serviteur, Lord Pottinger.